Muchas gracias, señor el embajador de Francia en Chile, señoras y señores representantes de las autoridades y instituciones francesas y chilenas. Voy a empezar por disculparme con mis compatriotas chilenos porque voy a hacer esta presentación en francés. Y lo siento, pero simplemente porque me cuesta mucho hablar bien en castellano y pienso que ya van a entender por qué. Donc je vais shifter au français et je vais commencer par remercier très chaleureusement le conseiller de la coopération et action culturelle, Monsieur Patrick Flo, et l'attachée scientifique, Madame Ève Vaiarelli, de m'avoir invité à participer à cet événement. J'en suis très heureuse. Et ce qu'on m'a demandé, c'est de présenter mon parcours. Donc ce sera une présentation illustrée, très égocentrée. Je vais parler de moi, mais aussi de mes cellules préférées, les cellules dendritiques, et puis je finirai par parler de mes actions de coopération scientifique franco-chilienne. Et la personne qui parlera après moi, Rafael Correa, vous donnera plus une vision de la politique et le paysage global de la coopération franco-chilienne. Donc voilà, le parcours d'une scientifique franco-chilienne. Donc je suis née en octobre 1970 à Santiago du Chili et 4 ans plus tard, nous avons dû quitter le pays pour la France. Et j'ai grandi dans une ville du centre de la France, Saint-Étienne, où entre 1975 et 1988, où mon père a été nommé à l'université. Donc en 1988, le Chili est revenu à la démocratie et nous avons décidé, enfin pas moi, mes parents ont décidé de rentrer au Chili. Donc je suis venue ici initier mon rêve, qui était le rêve de devenir chercheuse en biologie. Donc très tôt, ce rêve était né parce que j'ai une tante qui était chercheuse à Paris, au CNRS, qui s'appelle comme moi, Anna Maria Lennon. Elle a publié dans Nature l'année de ma naissance. Donc j'ai beaucoup de chance d'avoir eu ce privilège. Et je suis allée à son labo très très jeune, à 8 ans. Et voilà, je me suis dit que j'avais envie de faire des découvertes, de découvrir ce qu'on voyait pas à l'œil. Donc, j'ai fait mes études à l'Université du Chili, à la faculté des sciences. C'était des études de sciences avec une spécialité en biologie. Et j'ai parcouru mon rêve parce que j'ai des idées très très précises en général. Et le projet, c'était de faire mes études au Chili, de redécouvrir mon pays, de participer à ce retour à la démocratie qui était un grand moment dans ma vie. Et de pouvoir quand même après retourner en France pour faire mon doctorat à l'Institut Pasteur. Voilà. Et j'ai fait comme j'avais prévu. J'ai eu mon doctorat à l'Institut Pasteur et je vais remercier 2 personnes qui m'ont vraiment beaucoup aidé à intégrer un laboratoire à l'Institut Pasteur pour faire ma thèse de sciences. Et c'est Maria Rosa Bono et Mario Rosenblatt. Ils sont arrivés, les premiers immunologistes à l'Université du Chili, à la Faculté des sciences, lorsque j'étais étudiante. Et ils m'ont fait réaliser que plus que les lézards de la cordillère des Andes que j'étudiais à l'époque, l'immunologie allait devenir ma nouvelle passion. Donc l'immunologie, je sais que vous savez tous ce que c'est, puisque c'est l'étude des cellules du système immunitaire, ces cellules qui vous permettent, qui nous permettent de vivre en bonne compagnie de tous les micro-organismes qui nous entourent, bactéries, virus, parasites, champignons, etc., etc. Je tiens aussi à remercier Catherine Loridan, qui est la personne qui m'a appris à devenir une vraie scientifique à la paillasse, une expérimentaliste. Donc c'est à Pasteur que j'ai fait ma thèse, et c'était l'époque, l'ère post-Jacob et Monod. Donc ce qui fascinait les chercheurs à cette époque, c'était la génétique, et ce qui me fascinait moi, c'était la génétique. Donc c'est en immunogénétique, donc je me suis appliquée, essayer de comprendre comment est-ce que les gènes s'expriment, comment est-ce que les gènes s'éteignent. Et je me suis intéressée plus spécifiquement aux gènes qui sont importants pour qu'on puisse développer une réponse immunitaire et qu'on puisse se défendre de tous ces micro-organismes. Et j'ai tout particulièrement étudié des mutants humains, d'enfants qui ne peuvent pas vivre dans un milieu non stérile parce qu'ils sont incapables d'exprimer ces fameux gènes très importants pour se défendre des microbes. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai été passionnée par ces recherches
Et c'est jeune, mais c'est là où j'ai vraiment découvert ce qui a constitué après le centre de ma carrière, qui sont les cellules. Donc les cellules, c'est l'unité de la vie. Et j'ai une fascination, j'ai développé à ce moment-là une fascination pour les cellules. Vous en avez un exemple ici. Ah, j'ai pas de point. C'est pas grave, mais à droite, vous voyez une très belle cellule. C'est une cellule dendritique, je vais vous la présenter dans quelques secondes. Elle a des petits bras, c'est les dendrites en magenta, et un noyau, là où sont ses gènes, en bleu foncé. Donc ça m'a mené, cette cellule, elle m'a conduite à l'étape suivante, qui était mon postdoctorat à l'université de Harvard, dans le laboratoire dit de Plug, un Hollandais exilé. Et j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là, parce que mon arrivée aux États-Unis a coïncidé avec la découverte des cellules dendritiques qui ont valu le prix Nobel à Ralph Steinman quelques années plus tard, enfin une bonne quinzaine d'années plus tard. Et ce sont ces cellules qui ont constitué la base de ma carrière. Donc, elles m'ont permis d'obtenir mon poste de chargée de recherche à l'INSERM et de créer ma propre équipe de recherche en 2004 à l'Institut Curie. Et je dois remercier tout particulièrement Daniel Louvard, Sébastien Llorena et Feu Christian Monroe qui m'ont beaucoup soutenu tout le long de ma carrière à l'Institut Curie. Donc, les cellules dendritiques, que sont-elles? Je vais vous parler un petit peu de science et de cellules, je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolée. Donc, les cellules dendritiques, c'est les petites cellules que vous avez dans vos tissus périphériques. Ce sont les tissus qui sont les plus susceptibles aux infections, comme les muqueuses, comme la peau. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles patrouillent les tissus. Elles ne sont pas très nombreuses, mais heureusement, elles sont très efficaces. Elles sont dans les tissus et elles recherchent des éléments de danger. Et lorsqu'elles identifient un élément de danger, comme ici, où elles sont en train, à gauche, de manger une bactérie, elles vont le reconnaître comme une menace pour l'intégrité de l'organisme, l'intégrité du tissu tout d'abord, et elles vont le transporter au ganglion lymphatique le plus proche en utilisant les vaisseaux lymphatiques pour le présenter aux lymphocytes T. Et ça, c'est le déclenchement de la réponse immune adaptative. Alors, c'est ce qui vous permet de vous défendre contre tous ces microbes qui nous entourent. Donc, dans les ganglions, la cellule dendritique va présenter l'antigène microbien, le microbe, le bon microbe, aux lymphocytes T. Les lymphocytes T arrivent dans les ganglions et par la circulation sanguine. On a deux circulations, lymphatique et sanguine. Et cette rencontre va permettre l'expansion, la multiplication du lymphocyte qui reconnaît cet antigène de façon spécifique. Et ils vont devenir très nombreux, des milliers, et ils vont prendre la lymphe, mais dans l'autre sens, ils vont aller dans le tissu. Et ils vont éliminer, soit directement, l'infection, soit indirectement, en stimulant la production d'anticorps par d'autres groupes de lymphocytes. Voilà, je vous ai expliqué en quelques diapositives ce qui est une réponse immunodaptative. C'est très simple, ne vous croyez jamais personne lorsqu'on vous dit que l'immunologie c'est trop compliqué. Donc, moi, ce qui m'a plu, et ce sur quoi j'ai commencé à travailler très tôt, il y a 20 ans maintenant, c'est le déplacement des cellules dendritiques, la migration des cellules dendritiques. En fait, j'ai compris que pour pouvoir être efficace, les cellules dendritiques devaient bouger. Elles devaient bouger pour patrouiller le tissu et trouver ces éléments de danger, et elles devaient bouger ensuite pour les transporter vers le ganglion le plus proche. On parle là, à l'échelle humaine, d'une distance de plusieurs centimètres. Donc, c'est ce que je me suis attelée à étudier. Comment les cellules dendritiques bougent, en étudiant des approches interdisciplinaires qui intègrent l'immunologie, mais aussi la biologie cellulaire et la physique même. Et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un petit film de cellules dendritiques qui sont là dans un tube. On les a produites à partir de moelle osseuse de souris. Et on va les mettre dans ces petits trous entre lesquels il y a des microcanaux, les microcanaux qui migrent l'espace interstitiel des tissus où se déplacent les cellules à l'intérieur de vos tissus, et les voilà. Leur noyau est bleu, elles se déplacent, elles font des allers-retours de façon bidirectionnelle, et à partir de ces films, on peut extraire des éléments quantitatifs, leur vitesse, les allers-retours, les changements de taille, les changements de distribution des organelles, des noyaux qui à l'intérieur extraient, etc., etc. Et donc, ce sont ce type d'outils, pas seulement celui-là, mais beaucoup d'autres, et mélangés bien sûr à d'autres expériences, qui nous ont permis de comprendre et de décrire ces mécanismes de migration. Aujourd'hui, on s'applique à essayer d'utiliser toutes ces connaissances qu'on a générées pour essayer de mieux utiliser les cellules dendritiques dans le contexte de l'immunothérapie du cancer. Il y a eu une grande révolution il y a 10 ans, et d'un coup on essaie à traiter des cancers, certains cancers, et pas tous les patients, mais en tout cas ça marche chez quand même. On est en train de sauver des vies grâce au système immunitaire, et donc on essaye de voir si on peut augmenter la vitesse des cellules dendritiques pour pouvoir mieux traiter ces cancers qui pour l'instant résistent au système immunitaire. Donc ce sont les cellules, grâce aux cellules dendritiques, que j'ai obtenu un certain nombre d'honneurs pendant ma carrière, qui a maintenant un petit peu plus de 20 ans.
des grands ERC, la nomination à l'ENBO, l'élection à l'ENBO, donc, qui est l'organisation de biologie européenne, et l'année dernière, un immense honneur, l'élection à l'Académie des sciences. Donc j'étais la première chilienne à l'Académie des sciences, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous parler très brièvement de mes fonctions de directrice de recherche, et ça c'est à l'Institut Curie. Je dirige depuis 2021 le département immunité et cancer. On est 150, 160, et il y a 11 équipes, on est divisé en 11 équipes de chercheurs indépendants. On est dans le centre de Paris, juste à côté du Panthéon, et situé sur les deux bâtiments que vous voyez ici représentés. Donc notre modèle de recherche, c'est un continuum entre de la recherche très fondamentale, comme celle que je viens de vous montrer, comprendre comment les cellules se déplacent par exemple, et un transfert de technologie, et finalement pour aller vers une recherche plus appliquée. Essayer d'utiliser les découvertes qu'on fait en recherche fondamentale pour mieux traiter les patients qui arrivent à l'Institut Curie et qui sont atteints de différents types de cancers. On a en ce moment notamment 3 essais cliniques en phase 1 qui démarrent et qui viennent vraiment de nos découvertes en sciences fondamentales. C'est quelque chose dont on est très fiers. Donc finalement, la coopération franco-chilienne scientifique. Donc je m'y suis attelée depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé mon labo en 2004. Tout d'abord avec l'obtention de projets EcoSud, avec mes mentors, ceux qui m'ont amené vers l'immunologie, Maria-Rosa Bruno et Marie-Rose Blatt, qui dirigeaient ensemble le laboratoire d'immunologie de la Faculté des sciences de l'Université du Chili. EcoSud, c'est un programme extraordinaire qui m'a vraiment aidé à développer à mon échelle, mais aussi à une échelle plus large, impliquant différents chercheurs à l'Institut Curie, qui ont de leur côté pu développer ces projets de collaboration avec le Chili. Des financements, Redes Colicite initialement, Redes Alib par la suite, pour de la recherche, des voyages d'étudiants, des transferts de technologies et de pratiques entre l'Université du Chili et l'Institut Curie. Aussi, dernièrement, pour l'organisation de cours avec la Fondation Ciencia y Vida, qui est une fondation avec qui maintenant on a un véritable partnership depuis plusieurs années. Je suis aussi membre de la Société de biologie cellulaire chilienne, c'est la plus grande société de biologie en fait dans le domaine de la biologie au Chili. Donc je participe, je vais au congrès chaque fois que je peux. Ça m'aide aussi à recruter des étudiants, à promouvoir des échanges en doctorat, en master, juste un stage, parfois post-doctorat également. Certains ont été formés dans mon labo, ils sont revenus au Chili, notamment la directrice du département de biologie cellulaire à l'Université Católica, Pontificia Universidad Católica par exemple, qui a été ma première post-doctorante. Tous ne reviennent pas. On peut pas les forcer. Et ces cours, donc je vais vous en dire quelques mots parce que les cours c'est vraiment un outil qu'on a mis en place un petit peu de façon très bricoleuse au début, sans trop savoir où on allait, et en fait ça s'est perfectionné. Depuis 2008, tous les 2 ans, excepté l'année du Covid, on a fait un cours entre l'Institut Curie et une institution chilienne, argentine pendant 2 années. On a essayé, mais on a abandonné puisque les conditions sont plus très favorables. Et dernièrement, essentiellement avec cette structure Fondation Ciencia y Vida. Ces cours, il y a des chercheurs de l'Institut Curie ou d'autres institutions françaises qui viennent participer. Il y a des chercheurs chiliens et il y a des étudiants qui viennent de partout d'Amérique latine. Ça crée des collaborations entre les différents pays. Et surtout, ça crée une ambiance pendant 1 semaine. Tous les chercheurs sont là avec les étudiants et donnent de leur temps pour pouvoir transmettre la passion pour la science. Et ça aboutit à des demandes de projets EcoScolicite, aujourd'hui EcoSami, qui, j'espère, continueront à alimenter le système. Moi-même, je n'en ai pas demandé depuis longtemps, mais je pense que je vais le faire. Donc voilà, j'ai fini de me présenter. Je vous remercie encore. Je vous remercie tous pour votre attention et je remercie encore cette invitation. Merci beaucoup, Ana María, por su parcours très, très inspirant. Ahora voy a dejar la palabra a nuestro segundo destacado testigo de esta coopération, ce deuxième grand témoin de la coopération scientifique franco-chilienne, Rafael Correa, quien es titular de 2 doctorados en ingeniería en la Universidad de Clermont-Ferrand y en ciencias matemáticas de la Universidad Blaise Pascal. Fue uno de los fundadores del Centro de Modelamiento Matemática de la Universidad de Chile y fue rector de la Universidad de O'Higgins. Rafael Correa. Muy buenas tardes, señor embajador, estimado
Antoine Petit, presidente de CNRS, autoridades, participantes, todas, todos. Muy estimado Patrick, muy agradecido por la invitación y espero no aburrirlos mucho. Y lo digo porque material para aburrirlos tengo. Bien, me han pedido que hable sobre la cooperación franco-chilena científica desde mi vivencia. Bueno, la cooperación entre Chile y Francia, usted me para, yo lo calculé en 15 minutos, usted me detiene. La cooperación entre Chile y Francia, bueno, tiene una larga y profunda historia, como ustedes lo saben. Historia que yo no conozco más que misceláneamente. Mi relato, entonces, corresponde a una mirada personal, una selección de algunas cosas que sé y de varias cosas que he vivido, desde que he vivido en más de 50 años, desde que era estudiante en la Universidad de Chile. Van a ser pinceladas, más o menos desordenadas. Por mi experiencia y por lo que he sabido, ha sido principalmente a través de la Universidad de Chile que la ciencia francesa ha contribuido en nuestro país, ha colaborado con nuestro país, no exclusivamente, pero principalmente. Bueno, para encontrar los primeros pasos de esta cooperación, parece que debemos remontarnos a hace más de 3 siglos. Esa no es experiencia mía. Un pionero destacado fue Louis Éconge Feuillet, fraile, matemático, astrónomo, botánico. Llegó a Concepción y al Cabo de Hornos el año 1709. Fue Feuillet quien dio cuenta de una corriente marina que sube desde el sur por las costas chilenas. Es la corriente que Alexander von Humboldt describió un siglo después. Bueno, ya que me voy a saltar porque es un poco largo lo que tengo. Bueno, quería decir que en el ámbito de las ciencias naturales, la lista de nombres, por ejemplo, de plantas chilenas que vienen de científicos franceses, tenía varios relatos al respecto que me los voy a saltar. La lista es muy, muy larga, pero me voy a detener, sí, en quien parece haber sido el más ilustre de estos franceses, Claudio Gay, primer director del Museo de Historia Natural y fundador en 1840 de la Quinta Normal de Agricultura, donde se instaló décadas más tarde el Instituto Agronómico, siguiendo el modelo francés, como muchos otros institutos. El primer director de este importante instituto fue René Lefebvre, viticultor y enólogo. Cito a Lefebvre: por la variedad de su clima, por la naturaleza de su suelo, por su configuración topográfica, Chile puede producir casi todas las clases de vinos del mundo y está llamado a ser, por su producción vitícola, la Francia de América. Bueno, me salto a otra área en la que la ciencia francesa ha tenido gran influencia en Chile. Es en las ciencias de la Tierra, especialmente en sismología. Fue a raíz del terremoto de Valparaíso de hace 120 años, el año 1906, cuando asumía la presidencia de la República Pedro Montt, y por los severos daños causados por este, que el rector de la Universidad de Chile, Valentín Letelier, convence al presidente Montt de traer científicos de renombre a analizar la grave situación. Fue así como llegó a Chile el ingeniero politécnico, experto en fenómenos geológicos,
Ferdinand Montesquieu de Valois, 1908, quien rápidamente asume por encargo del gobierno de Chile la tarea de instalar la primera red nacional de modernas estaciones sismológicas, iniciándose así en el país la investigación en ese campo. Esta red fue en ese momento reconocida como una de las más completas y modernas del mundo. Los trabajos de este científico francés aparecen en el primer volumen del Bulletin of the Seismology Society of America, 1920. Hasta hoy la revista de mayor prestigio en el área. Es interesante mencionar que este es el comienzo de la sismología como ciencia. Se abandonan las teorías que los sismos provienen de gases que circulan por el interior de la Tierra. Se descubre que son ondas sísmicas y no vapores a alta presión. Montesquieu de Valois fue nombrado director del Instituto Sismológico de la Universidad de Chile, donde permaneció hasta su muerte en 1923. Permítanme otro salto, 40 años, para traerles otra significativa historia de esta cooperación. Empiezo entonces a entrar un poco en la segunda parte de mi exposición, en lo que es post-70. Bueno, es conocido el apoyo del gobierno de Francia y por sobre todo la solidaridad que recibimos de la comunidad científica francesa durante la dictadura en Chile. Empiezo, decía, con otra historia significativa. También en el campo de las ciencias de la Tierra. Fue el geofísico chileno Armando Cisternas el primero en instalarse en Francia, llegada la dictadura en septiembre del 73. Había sido mi profesor de matemáticas a fines de los 60 en la Escuela de Ingeniería de la Chile. Lo siguieron en su exilio sus colaboradores, Luis Aguirre, Rolando Armijo, Raúl Madariaga. Todos ellos se instalaron en el laboratorio de sismología del Institut de Physique du Globe de París. Eran ya en esa época científicos de renombre mundial. Podemos decir, sin falsa modestia, que el aporte, la contribución de esos 4 científicos chilenos al desarrollo de la sismología en el Instituto de Física del Globo de París fue realmente sustantiva. Bueno, son los destinos de la historia. Esta contribución de científicos chilenos, Cisternas, Aguirre, Armijo, Madariaga, a la ciencia en Francia, yo la veo como la vuelta de mano a la contribución que habían hecho en Chile Montesquieu de Valois y varios otros 70 años antes. Hoy día conozco otra persona en esa situación, Ana María Leno. Bueno, y estamos entrando en la década del 70, en el siglo recién pasado, y que corresponde a los últimos 60 años más o menos, que son además los que a mí me ha tocado vivir. Primero, como estudiante en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, después como estudiante de doctorado en Francia, y en los últimos 50 años como académico de la Universidad de Chile. Quiero empezar adelantándoles una lección importante que he aprendido
en esta larga historia de cooperación. Lo fundamental han sido y son las personas, su calidad científica y humana, sus complicidades, su generosidad. Eso es lo que genera valor en la cooperación científica, más que los grandes programas o los grandes acuerdos políticos. Bueno, mis primeros contactos con la cooperación franco-chilena son a mediados de los 60 como estudiante en la Escuela de Ingeniería, cuyo decano de esos años era de origen francés, Enrique de Tigny, hijo de politecnicien, y por lo tanto marcó en esa escuela un sello que condicionó para siempre nuestra relación con Francia. Otro punto. Hasta la década del 60 y hasta mediados de los 70, la cooperación entre nuestros países tiene el carácter de cooperación para el desarrollo, muy diferente a lo que es hoy. En ese tiempo, los principales instrumentos de cooperación, los recuerdo a mi juicio claramente, fueron dos. Por una parte, los llamados cooperantes franceses, que venían a instalarse a Chile por un par de años a enseñar en nuestras universidades. Eran en su mayoría jóvenes profesionales con un doctorado en su especialidad, con vocación académica y espíritu de aventura. Se trataba de un programa en que el gobierno de Francia ofrecía a sus jóvenes partir a países subdesarrollados a cooperar con el desarrollo para esos países. Finales de los 60 y 70, cuando yo era estudiante, había un enorme número de esos cooperantes en Chile, en la Universidad de Chile y en otras universidades también. Ese era un instrumento. El otro instrumento de cooperación de mucha importancia fueron las becas. Las becas para ir a Francia a realizar estudios de doctorado. Durante los 70 y 80, el número de estas becas se multiplicó enormemente. Hubo una buena selección de esos estudiantes, que tuvo como consecuencia una tasa de éxito muy alta. Pero, desde mi vivencia, fue el periodo post-73, el periodo de la dictadura en Chile, el de mayor trascendencia de la cooperación. Fue a partir de la segunda mitad de la década del 70 cuando muchos jóvenes chilenos empezaron a regresar después de haber obtenido su doctorado en Francia. Eran momentos difíciles en Chile. La mayoría pertenecíamos a las áreas de las ciencias exactas y naturales. Las ciencias humanas y sociales habían sufrido un desmantelamiento tan fuerte por la dictadura que los que regresaron y trabajaban en esas áreas fueron muy pocos. Fue durante los 80, terminada la etapa de los cooperantes y la partida masiva de becados, cuando se crea otro instrumento de cooperación para científicos chilenos y franceses, que va a producir un impacto de gran amplitud. Este instrumento nuevo, original, contribuyó a elevar muy significativamente la colaboración entre investigadores franceses y chilenos. Se trató de la creación de asociaciones científicas de franceses y chilenos. Eran asociaciones en lenguaje francés, Loi 1901, para que me entiendan los franceses. Eran asociaciones gestionadas por los propios científicos. En cada área eran decenas los científicos que iban de un país a otro cada año. Hay que haber vivido esa experiencia para apreciar la enorme importancia que tuvo en el desarrollo científico de nuestro país. La creación de estas asociaciones
tiene por origen el hecho que el gobierno de Francia no quiere en ese momento tener cooperación oficial con el gobierno de Chile, pero sí quiere dar apoyo a científicos chilenos para que cooperen con científicos franceses. Fue una primera demostración que la desinstitucionalización de la cooperación produce efectos sorprendentemente positivos. Se confiaba en los científicos y se les entregaban recursos sin hacerles llenar cientos de páginas de formularios para solicitar y rendir cada peso. La primera asociación que se creó fue la AMAF, Asociación de Matemáticos Aplicados Franceses y Chilenos, la que como matemática conocí muy bien. Quiero destacar solo un nombre, el de Claude Carasso, profesor de la Universidad de Saint-Étienne, militante comunista, que fue presidente de la AMAF desde su creación hasta la muerte de Claude muy prematura. Un hombre de una fuerza y una calidad humana como he conocido pocos. Me recuerdo su primera visita a Chile a principios de los 80. Lo esperábamos en el aeropuerto con la gran preocupación de no saber si lo iban a dejar entrar. No hubo problema. Del aeropuerto nos fuimos a visitar y entregar su solidaridad al presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, que en ese momento estaba preso. En otra ocasión, 10 años después, el año 1988, Claude llega a Chile, nos visitaba constantemente, llega a Chile muy temprano, era el día del plebiscito. Hasta tarde lo acompañé a los recuentos de votos y hasta muy tarde a la celebración del resultado. Cuento estos dos episodios solo para ilustrar una dimensión que se mantuvo siempre presente y con una alta prioridad en estas asociaciones. Se trataba de la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los académicos. Eran asociaciones muy conectadas con la realidad. Bueno, salto un poco, fue a fines del 19... ya está... un año después de recuperada la democracia, el año 1991. En ese momento, bueno, yo llevaba poco más de un año como director ejecutivo de CONICYT, cuando comienza una nueva era de la cooperación con Francia. Se terminaban las subvenciones del gobierno francés a las asociaciones. Con la recuperación de la democracia, Francia decide volver al modo de cooperación basado en acuerdos entre gobiernos. El Ministerio francés le solicitó entonces al sociobiólogo Pierre Gesson negociar con CONICYT y poner en marcha el nuevo mecanismo de cooperación científica. Me tocó negociar ese. Bueno, ese es el origen de ECOS. Todos saben que con ECOS, la cooperación científica institucionalizada entre Chile y Francia, bueno, abandona su carácter asistencial de cooperación para el desarrollo, transformándose en una cooperación entre pares, donde las exigencias de nivel científico son las mismas para franceses y chilenos, donde las contribuciones en términos de financiamiento de Francia y Chile tienden a ser equivalentes. Bueno, creo que he cumplido y más o menos es lo que me ha tocado vivir. Muchas gracias.